présenter, un Pas petit du peu au tout. début comme ça? Ouais, pas du tout. Bon, je m'appelle Andrea Perro, pardon, si. Je suis colombienne. J'habite ici en France depuis quelques années, bientôt 15 années. Je fais une thèse en histoire sur le système universitaire chilien entre 1967 et 1981 comme partie d'un accord de co-tutelle entre l'Université Paris 1 et l'Université catholique du Chili, justement. C'est une thèse que je travaillais sous la direction d'Annick Lampérière, Paris 1, et d'Alfredo Riquelme à l'Université catholique, et je l'ai soutenue en octobre 2018. Et dans cette thèse, je me suis intéressée à la transformation, aux différentes transformations du système universitaire chilien entre 1967, après la période réformiste, et jusqu'à l'année 81, donc sous la dictature d'Augusto Pinochet, quand il y a eu une nouvelle législation à propos du système universitaire. Donc, c'était ma période. Et donc, une partie de mon travail s'est centrée sur cette période de réforme à l'Université catholique du Chili, mais en général dans tous les pays. Je vais partager avec vous quelques-uns de mes analyses et trouvailles. Voilà. Merci. Si vous voulez que je continue ma présentation. Bon, Oui. aussi, oui, Non, je non. continue. Oui, 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 vas-y. oui. D'accord. Bon, d'abord, je veux m'excuser pour il y a 15 jours, mais dans ces quartiers, il y a beaucoup de travaux dans ce moment et souvent, on coupe la connexion Internet et c'est ce qui s'est passé il y a 15 jours. Et c'est pour ça que je me disais tout à l'heure à propos du bruit. Aussi, bon, dans les titres que m'avait proposé, c'était les étudiants et la réforme universitaire à l'Université catholique du Chili, 1967-1981. J'ai décidé de restreindre la période, de la faire plus courte que l'année 1967, et quelques mois de l'année 67, vous allez voir, et élargir en même temps les sujets, ne pas me restreindre qu'au mouvement étudiant, mais inclure des autres acteurs et d'autres motivations qui sont très importantes pour le déroulement justement de la réforme universitaire de l'Université catholique. Bon, avant de vous introduire dans les sujets de ma présentation, je voudrais vous présenter très rapidement l'Université catholique du Chili. L'Université catholique du Chili, c'est la 10e université du pays en termes académiques, de taille et aussi d'antiquité. Elle a été créée en 1988 pour les secteurs les plus conservateurs de l'élite chilienne qui voulait que ses enfants suivent des études universitaires dans une institution respectueuse de la doctrine catholique. Et la fondation de l'Université catholique est une réponse de l'élite catholique et conservatrice chilienne au laïcisme libéral de l'Université du Chili, la université de l'État chilien créée en 1842. Depuis 1930, l'Université catholique est une université pontificale, mais elle n'est pas cléricale. C'est-à-dire que bien qu'elle n'appartient pas à aucun ordre religieux, elle dépend du Vatican. Cette dépendance explique l'existence de la figure du grand chancelier de l'université. Normalement, c'est l'archevêché de Santiago, la capitale, qui est la plus haute autorité ecclésiastique de l'université et la responsable du lien entre l'université et la hiérarchie ecclésiastique. La réforme universitaire de l'Université catholique est un des sujets les plus travaillés dans les sciences humaines et sociales au Chili. Et
les ouvrages issus de la sociologie ou des sciences politiques se centrent sur la confrontation des deux acteurs, les autorités universitaires et la Fédération des étudiants de l'Université catholique FEUC. Et dans son seul événement, la prise étudiant de la maison centrale de l'Université catholique, nous avons ici de couverture des journaux de l'époque qui informaient sur cette prise étudiante. Oui, du 11 au 21 août 1967, la FEUC a occupé et bloqué les bâtiments principaux de l'université en demandant le changement des autorités universitaires et aussi les changements profonds de l'organisation et le fonctionnement de l'université. Cette prise étudiante du bâtiment principal de l'université catholique est un événement exceptionnel pour de différentes raisons. Les caractéristiques de l'université catholique et de ses étudiants que j'ai mentionné tout à l'heure, et ce défi à l'autorité universitaire de la part des étudiants de cette université d'élite et aussi hiérarchique et conservatrice est un événement complètement insolite. Un événement exceptionnel aussi à cause de la réaction qu'il a suscité à faveur et en contre, tant à l'intérieur de l'université comme à l'extérieur. Et aussi un événement exceptionnel car il s'agit d'un événement fondateur. Après le déblocage du bâtiment, le processus de réforme de l'université catholique a commencé. Et même si elle n'était pas la première université à commencer son processus de réforme, la prise étudiante du 11 août 1967 est devenue la référence de la période de réforme universitaire de l'université chilienne dans son sens général. Une bonne partie des ouvrages duquel je parlais tout à l'heure à propos de la réforme de l'université catholique est paru tout au long des années 80. Les auteurs dans lesquels on retrouve des noms très importants du milieu académique chilien comme Manuel Antonio Garretón, José Joaquín Brunner, Christian Cox ou Carlos Huneos ont fait leur étude universitaire au cours des années 60 et la plupart d'entre eux ont fait partie de la direction des fédérations étudiantes réformistes de cette période. Ces ouvrages, qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, se centrent sur la confrontation entre la FEUC et les autorités universitaires, ont une tendance à passer trop vite et superficiellement sur l'influence d'autres acteurs et de leur motivation, ce qui, à mon avis, ne permet pas de comprendre la totalité des enjeux autour de la réforme de l'université catholique. Le processus réformiste voulait que l'université laisse d'être une tour d'ivoire indifférente aux réalités de la société nationale pour qu'elle devienne une nouvelle université engagée et impliquée dans l'avancement et l'approfondissement des changements que le Chili et l'Amérique latine en général vivaient à cette période. Cependant, pour que ce processus réformiste qui devait aboutir dans cette nouvelle université commence, il a été fondamental la participation d'autres acteurs comme les enseignants universitaires, la hiérarchie de l'Église catholique chilienne et aussi le gouvernement national. La présentation que je partage avec vous aujourd'hui fait une analyse de comment la confluence des motivations de ces acteurs divers et variés a été centrale et décisive dans l'évolution des événements qui ont conduit au commencement du processus de la réforme à l'Université catholique. Je vais vous présenter maintenant les deux acteurs en confrontation. D'un côté, il y avait les autorités universitaires, le recteur et grand chancelier, Monseigneur Alfredo Silvia Santiago, qui exceptionnellement détenait les deux postes les plus importants de l'université. Il a été le recteur de l'université entre 1953 et 1967. Aussi, du côté, faisait partie de ces autorités, le Conseil supérieur de l'université
qui était composé par les prorecteurs, Adamiro Ramirez, un religieux, un prêtre, 3 vice-recteurs aussi, 3 prêtres, le secrétaire général, les doyens des facultés, 9 en total, les conseillers de grâce, 4. Les conseillers de grâce, c'était des personnes externes à l'université qui devaient faire les liens entre l'université et le gouvernement national. Aux séances du Conseil supérieur assistait le président de la FEUC avec droit de parole, mais sans vote. La recteur et le grand chancelier, le recteur, grand chancelier et le conseil supérieur exerçaient leur pouvoir et dirigeaient l'université d'une manière hiérarchique qui les isolait eux et l'université. De l'autre côté, on retrouve la FEUC, la Fédération des étudiants de l'Université catholique. Elle a été créée en 1938 et elle est l'organe de la plus haute représentation étudiante de l'Université catholique. Depuis 1945, sa direction se renouvelle démocratiquement chaque année, à l'exception de la période entre 1974 et 1985, pendant laquelle la direction était désignée par le rectorat de l'Université catholique. Depuis le début des années 60, la FEUC insistait sur la nécessité de transformer l'université. Cette motivation réformiste était centrale dans les campagnes pour élire les dirigeants de la fédération et conventions organisées par les étudiants chaque année. Pour la FEUC, on l'a déjà évoqué, l'université était une université tour d'ivoire, qui ne donnait pas une formation complète, qui restait égocentrique et indifférent au monde et à la société qui l'entourait. La FEUC proposait une réforme universitaire globale, une réforme des plans d'études pour que l'enseignement et la recherche universitaire correspondent aux besoins de la réalité sociale du pays, une réforme qui crée des bourses pour favoriser l'entrée des étudiants à faible revenu. De même, la FEUC proposait que la gestion universitaire soit assurée conjointement entre les autorités universitaires, les enseignants et les étudiants. Ce n'est que de cette manière que, selon la FEUC, l'université catholique pourrait être une université moderne et démocratique dans tous les termes, académiques et scientifiques, sociaux, culturels et de gouvernement universitaire. Cette motivation réformatrice de la FEUC est très influencée pour le fait que depuis 1960, la présidence et la direction de la fédération étaient sous la responsabilité des jeunes militants de la démocratie chrétienne universitaire DCU. L'idéologie et le discours du Parti démocrate chrétien du Chili, depuis sa création en 1957, l'un des plus importants du pays, et à la présidence du gouvernement depuis 1964, enfin entre 1964 et 1970, avec Eduardo Frei Montalva. Donc, l'idéologie et le discours du Parti démocrate chrétien soulignaient la nécessité de réformer toutes les structures nationales et dans la mise en œuvre de sa réforme, donner un rôle protagonique à la jeunesse. Qu'une FEUC dirigée par la DCU, la démocratie chrétienne universitaire, soit intéressée à proposer et à conduire la réforme de l'université n'est pas donc surprenant. La DCU a réussi à avoir une influence au niveau national très importante, rapide et durable, puisqu'elle a duré presque toute la décennie. Les formules démocrates chrétiennes, révolution en liberté et jeune patrie, ont donné aux jeunes militants les principes pour diriger et signifier leur action dans les milieux universitaires. Conscient qu'une partie importante de la victoire de Frei Montalva
au présidentiel de 1964 était le résultat de son travail de prosélytisme dans les milieux de la jeunesse. Les jeunes DCU considéraient que diriger les processus de transformation promis par les gouvernements était leur droit et leur devoir. Les gens militants de la DCU se sont engagés à apporter la révolution en liberté, à être la patrie jeune, comme on voit dans la diapositive, aux universités, avec une réforme universitaire qui, proposée au niveau national, permettrait la consolidation d'un système universitaire selon et au service des réformes structurelles proposées par le gouvernement. Donc, une démocratie chrétienne complètement centrée sur le rôle que la jeunesse pouvait avoir dans toutes les transformations qui devaient se mener. En effet, lors de la 6e convention universitaire étudiante réalisée entre le 30 septembre et le 3 octobre 1964, la FEUC, dirigée par la DCU, donc, a célébré la victoire de Frey en mettant au point un programme complet de réformes universitaires. Dans le discours inaugural de la convention, le président de la FEUC, Manuel Antonio Garretón, un des auteurs des ouvrages que je vous disais tout à l'heure, a réaffirmé la vocation réformatrice de la fédération en faisant de cette convention les points de départ de la réforme étudiante. La devise de la convention était un chemin vers la nouvelle université. La proposition des étudiants s'intéressait, entre autres, aux structures de pouvoir et d'autorité de l'université et aux responsabilités qui leur correspondaient face à la société. Ils ont proposé, par exemple, que les postes de grands chanceliers et de recteurs soient séparés et que ces derniers, les recteurs, soient les résultats d'une élection faite par un conseil universitaire composé des enseignants, des étudiants et des autorités universitaires. Il voulait aussi une université autonome de la hiérarchie ecclésiastique, car même si elle était un centre de la culture catholique, elle n'avait pas à être confessionnelle. Les étudiants se revendiquaient comme une partie active, vivante et essentielle de l'université. Ils exigeaient leur représentation avec droit de parole et de vote dans tous les organes collégiaux. De même, ils ont proposé que les doyens soient choisis par leur faculté et que la nomination de professeurs à temps plein se fasse par un concours réglementant les différentes catégories de professeurs qui existaient. Ils ont proposé aussi que l'admission à l'université se fasse à travers des critères de sélection objectifs et quantifiables et que la création d'un fonds national de bourses et d'une coopérative d'épargne et de crédit aux étudiants pour favoriser l'entrée et la permanence des étudiants pauvres. Ces propositions de la 6e convention de 1964 ont été désormais les bases de la réforme universitaire proposée pour les étudiants réformistes de la FEUC tout au long de la décennie. Au-delà de quelques félicitations ou éloges pour le travail et l'application des étudiants, l'attitude des autorités universitaires face aux propositions de la FEUC était plutôt d'indifférence. Mais la nécessité d'une réforme universitaire était aussi une évidence pour les autorités. Et pour mettre en œuvre des changements et moderniser l'université selon les critères des autorités, en 1966, une commission du Conseil supérieur a commencé à rédiger un nouveau règlement général. Les propositions de la FEUC, en plus de ne pas correspondre à ce que selon les autorités il fallait réformer, allaient contre le respect du principe d'autorité et les procédures hiérarchiques indispensables et non négociables pour les autorités de l'université catholique. 1967
est l'année décisive pour la réforme universitaire. Au début de 1967, est élu en tant que nouveau président de la FEUC Miguel Ángel Solar, un étudiant de médecine. Comme le président précédent, Solar a repris les propositions de la 6e convention de la FEUC de 1964 et en ajoute d'autres revendications, comme par exemple la nécessité de promouvoir systématiquement la recherche scientifique et a signalé l'incapacité de l'université pour répondre et participer au moment historique que le pays traversait. Le nouveau président de la FEUC insistait sur l'idée de que l'université catholique était en crise. Une crise dont la représentation la plus claire était la façon comme les autorités universitaires dirigeaient l'université. D'après Solar, les conseils supérieurs ne dirigeaient pas vraiment l'université, car les membres du conseil laissaient que des facteurs étrangers à l'institution, et spécialement politiques, décider de sa gestion. Pour la présidence de la FEUC, il était nécessaire d'échanger toutes les autorités universitaires car elles n'avaient pas la légitimité et la capacité de transformer l'université et la sortir de sa crise. Voici dans le diaporama un extrait de son discours du début de l'année académique 1967. Il dit « Nous allons demander à l'université d'échanger ses anciennes structures et les sons qui la soutiennent, afin qu'elle se mette au service du peuple pour qu'elle remplisse le mandat de l'heure actuelle et s'ouvre à tous les secteurs sociaux, qu'elle fasse de la recherche sur la réalité du pays et qu'elle développe la technologie, la science et la culture dont la communauté nationale a besoin, qu'elle soit en somme l'aboutissement intellectuel de la vie de son peuple, car c'est là où se trouve son énergie et sa vitalité. » Selon le président de la FEUC, les autorités non seulement étaient les responsables de la crise qui traversait l'université, mais en plus, elles étaient des obstacles à sa solution. La direction de la FEUC décide de faire entre 1920, entre les 20 et les 26 juin, un plébiscite pour savoir si les étudiants étaient d'accord avec les changements du recteur grand chancelier, Monseigneur Silva Santiago, la plus haute autorité de l'université catholique. Cet événement est très important car il s'agit du premier défi de la part de la FEUC aux autorités universitaires. Il est aussi très intéressant car autour de cet événement commence à se préciser des acteurs et des motivations qui seront décisifs dans le déroulement de la prise de la maison centrale de l'Université catholique. Avant d'analyser le résultat du plébiscite, voyons qui s'est opposé. Les opposants au plébiscite étudiants étaient le Conseil supérieur de l'université. Le Conseil a fait une déclaration en rejetant l'initiative et en soutenant le recteur grand chancelier Silva Santiago. La plupart des facultés. Chacune a fait une déclaration pour soutenir Silva Santiago et affirmer son adhésion au principe d'autorité. Les présidents des centres d'étudiants de droit, d'agronomie, d'économie, des mathématiques, d'allemand et d'histoire aussi ont rejeté les plébiscites. Il s'agissait des étudiants appartenant au mouvement gremial. Le mouvement a été créé en 1965 par l'étudiant en droit Jaime Guzmán, dont nous avons la photo, qui quelques années plus tard deviendra l'un des principaux idéologues civils de la dictature de Pinochet. Le mouvement gremial est un mouvement conservateur influencé par le corporatisme et le phalangisme qui, en se présentant comme un mouvement apolitique, s'est opposé dès le début au processus réformiste.
Au fil des années, le mouvement gremial a su gagner en visibilité et en importance en s'arrangeant d'abord contre les réformes universitaires, après contre la présidence de Salvador Allende et plus tard à faveur du régime dictatorial de Pinochet. Nous allons maintenant regarder les résultats du plébiscite. Donc, je vous explique un peu les photos. Là, c'était les bulletins de vote dans lesquels les étudiants devaient signaler si oui ou non ils étaient d'accord. Une photo des étudiants en train de voter et les résultats du plébiscite. Je ne sais pas si pour vous, vous voyez bien les quatre, hein? Oui? Parce Oui, que les photos de chacun d'entre vous, on pour voit moi, bien. c'est à la même place. Ok, d'accord, super. Oui. Donc, de 6500 étudiants de l'université catholique, 4000 pardon, ont participé au plébiscite. C'est-à-dire qu'il y a une participation de plus du 161% et une abstention de plus du 38%. Bien que ce ne soit pas la grande majorité des étudiants qui sont allés voter, il est important de noter que plus de la moitié des étudiants de l'université a décidé de donner leur avis sur le changement de la plus haute autorité universitaire. Les structures de l'université catholique rendaient incontestable la figure et la personne du recteur grand chancelier sur laquelle seule la haute hiérarchie de l'Église catholique pouvait s'y prononcer. Demander aux étudiants s'ils voulaient un changement du recteur grand chancelier Silva Santiago et qu'une partie d'entre eux se prononce publiquement était quelque chose de très inhabituel. Si on regarde les résultats, on voit déjà que sur la totalité des étudiants de l'université catholique, les 48, plus du 48% étaient d'accord avec les changements de l'autorité. Donc ça, c'est très important à savoir et à avoir en tête. Le jour qui finissait le plébiscite étudiant, le 27 juin, a été le même jour qui s'est réuni les comités permanents de l'épiscopat présidé par le cardinal Raúl Silva Enríquez. L'objectif de cette réunion, de la réunion des évêques, était d'étudier et de donner une solution à la situation qui traversait les deux universités catholiques du pays, l'Université catholique du Chili à Santiago et l'Université catholique de Valparaíso. L'Université catholique de Valparaíso, depuis juin, était bloquée aussi pour ses étudiants qui demandaient eux aussi le changement des autorités. Dans la réunion, les évêques ont souligné la nécessité de réformer les deux universités à cause de la dynamique de renouvellement que l'université et les universités et les pays connaissaient, et surtout parce que la réforme des universités catholiques était fondamentale pour assurer la nouvelle orientation pastorale issue du Vatican II. Renouveler l'Église catholique, faire son aggiornamento pour que son œuvre évangélisatrice soit conforme aux conditions de la société contemporaine. Bien que le comité épiscopal n'approuvait pas toutes les propositions de la FEUC, en particulier rejetait la remise en question du recteur Silva Santiago, une autorité qui avait été désignée par le Vatican, et rejetait aussi l'annulation de la relation de dépendance entre l'université et la hiérarchie de l'Église. Mais mis à part ça, les propositions des comités épiscopal, donc, bien que les comités épiscopal n'approuvaient pas toutes les propositions de la FEUC, la plupart des initiatives du réformisme étudiant coïncidaient avec ces objectifs. Les évêques ont décidé que puisqu'un nouveau prorecteur de l'université devait être nommé, il devait être un laïc qui, en plus de générer un consensus
entre les professeurs et les étudiants devrait gérer, je cite, une réforme prudente mais efficace. Et donc, voilà, le son, ok. Ok. Donc, la décision du COL a été communiquée par le cardinal Silva Enriquez aux autorités universitaires et à la direction de la FEUC, tandis que pour les premières, les dispositions du comité épiscopal étaient une victoire pour la FEUC. Pour la fédération, la décision a été la motivation pour décider une trêve, je cite, une trêve d'alerte pour garantir la victoire. La date butoir était le 9 août, jour de la fin du mandat du prorecteur, le prêtre Adamiro Ramirez. La décision épiscopale était en fait l'application des dispositions du séminaire d'experts du Conseil épiscopal latino-américain, CELAM, réalisé à Buga, en Colombie, en février 1967. Les conclusions de ce séminaire étaient que les universités catholiques devaient être dirigées par de véritables universitaires et en plus que les professeurs et les étudiants, la cellule vivante de l'institution, devaient bénéficier d'une plus grande participation pour décentraliser le pouvoir de gouvernance au sein de l'université. On constate que la décision autour de la figure du prorecteur, les caractéristiques qu'il devait avoir, le travail qu'il devait accomplir, une fois sa nomination formalisée, n'est que l'application de ces conclusions. Dans sa réunion du 26 juin, les évêques chiliens ont décidé que le processus amené par le nouveau prorecteur devrait durer un an et au terme, les conseils universitaires composés par les enseignants et les étudiants devaient élire un nouveau recteur. Tout au long de cette année, les nouveaux prorecteurs devaient établir les bases de la restructuration de l'université, y compris sa réforme académique. L'équipe de travail du nouveau prorecteur devait être composée de nouveaux conseillers et de nouveaux vice-recteurs qui, choisis par les professeurs et les étudiants, devaient répondre à des critères comme être représentatif, véritablement universitaire et très conscient de l'urgence du changement. Les conseils supérieurs, tout au long des semaines suivantes, a dédié ces séances à la discussion du nouveau règlement général que la commission responsable avait fini de rédiger. Aucune décision sur la nomination d'un nouveau prorecteur a été prise. En conséquence, le 10 août, la FEUC a décidé d'appeler à une grève générale et de bloquer l'université au lendemain. Avant de passer à la prise étudiante de la maison centrale de l'université, je voudrais insister sur quelques points que je me semble très important de ne pas perdre de vue. D'abord, à quel point il était insolite que le recteur grand chancelier Monseigneur Silva Santiago et le Conseil supérieur aient décidé d'ignorer les contenus et l'urgence des dispositions de la plus haute autorité de l'Église catholique en Amérique latine, le CELAM, et de la plus haute autorité ecclésiastique au Chili, le comité épiscopal. Aussi, la décision de la FEUC de radicaliser son action pour accélérer les changements qu'elle demandait depuis des années était prise en sachant, depuis le 27 juin, que leur demande coïncidait avec les objectifs que l'Église catholique avait envers ces universités. La décision d'appeler et de faire un plébiscite avait permis à la FEUC de montrer sa force et sa validité en tant qu'interlocuteur pour la transformation universitaire. La FEUC a su se présenter comme un agent de changement et les autorités de l'Église catholique l'ont compris de cette manière.
C'est parce que les dates n'ont pas été respectées par les autorités universitaires et en raison de la puissance grandissante de la mobilisation des étudiants universitaires dans tous les pays, que la FEUC a décidé de bloquer et d'occuper les bâtiments principaux de l'université catholique. Voilà une photo de la partie supérieure de l'entrée de l'université catholique à Santiago, sur la principale avenue de Santiago aussi, au centre-ville, avec cette pancarte qui reprend la devise du mouvement réformiste. Donc, la journée du 11 août 1967 a commencé avec la maison centrale de l'Université catholique prise par la FEUC réformiste. Avec la formule des nouveaux hommes pour la nouvelle université, sur une énorme pancarte sur la façade de l'université, la FEUC demandait le changement des autorités universitaires, mais aussi le changement profond de l'université catholique. Ces défis publics et radicaux de la plupart des étudiants de l'université la plus conservatrice du pays où se formaient les enfants de l'élite nationale étaient une action aussi inhabituelle que provocatrice. Nous avons vu que la proximité entre les positions de la FEUC réformiste et les objectifs que l'Église catholique avait pour cette université avait été fondamentale dans le déroulement des événements qui ont précédé la prise. Cette proximité sera à nouveau très importante car la médiation entre la FEUC et les autorités universitaires sera assurée par le cardinal Raúl Silva Enríquez. La médiation du cardinal Silva en tant que représentant du comité épiscopal a été le résultat d'une demande diplomatique du gouvernement chilien auprès du Vatican. Le Vatican a non seulement approuvé la requête du gouvernement de Frey, mais il a aussi autorisé au cardinal de prendre des dispositions immédiates pour que le conflit finisse immédiatement. Bien que le gouvernement n'a jamais fait une déclaration officielle sur la prise de l'université catholique, il était évident son attitude favorable envers la mobilisation étudiante. En plus de demander la médiation du cardinal Silva et du fait que les forces publiques ne sont pas intervenues, l'attitude favorable du gouvernement se reflète dans la façon comme la nation, l'organe officiel du gouvernement chilien, faisait référence à la prise. Voici un extrait du journal du 11 août 1967. Depuis l'époque des plus anciennes universités de Bologne et de Padoue, les étudiants se sont réservé le droit d'ignorer les principes d'autorité lorsque le chef de sa corporation incourait dans des actes arbitraires ou autres qui déterminaient l'échec des fonds de leur essence. Il faut dire qu'en plus de faciliter une solution satisfaisante pour les objectifs de l'épiscopat chilien et les demandes de la FEUC, le gouvernement de Frey était intéressé à trouver une solution rapide et durable. La mobilisation étudiante réformiste s'était répandue par tous les pays et autant dans les forces armées que dans les propres gouvernements, on craignait une révolution. De fait, le gouvernement a averti que si les conflits universitaires continuaient le 21 août, il était disposé à prendre l'université catholique sous sa supervision directe. La mobilisation réformiste des étudiants universitaires chiliens était soutenue par de différents acteurs comme la jeunesse démocrate chrétienne, JDC, la jeunesse communiste et la centrale unique des travailleurs CUT, les syndicats les plus importants du pays. À l'université catholique, l'action de la FEUC avait le soutien de tous les étudiants fédérés, qui étaient la plupart d'entre eux. Et dans les corps enseignants, la FEUC avait le soutien des enseignants militants
ou proche du Parti démocrate chrétien. Le recteur grand chancelier Silva Santiago avait aussi divers soutiens à l'intérieur et à l'extérieur de l'université. Voyons ceux de l'intérieur. Les conseils supérieurs, évidemment, les facultés de droit, des sciences physiques et mathématiques, des technologies et aussi l'école d'économie, un secteur du corps enseignant et les étudiants appartenant au mouvement gremial. Après une tentative infructueuse de débloquer la maison centrale, le mouvement gremial a décidé de former le Commando de la défense de l'Université catholique. À travers ces commandos, les jeunes gremialistes recueillaient des signatures contre le mouvement étudiant réformiste et faisaient des déclarations publiques contre lui. Dans leurs déclarations, ils s'attaquaient les changements proposés par la FEUC en affirmant qu'il supposerait la politisation de l'université, la fin de son autonomie vis-à-vis de l'État et la remise en cause du caractère catholique de l'institution. À l'extérieur de la FEUC, à l'extérieur de l'université catholique, les autorités ont eu le soutien d'un groupe d'anciens étudiants. Ils ont fait une déclaration publique rejetant une éventuelle négociation entre les autorités universitaires et les étudiants en grève et toute implication du corps étudiant dans l'administration et le gouvernement de l'université. La presse conservatrice, spécialement El Mercurio, a eu un rôle particulier. Plus que soutenir le recteur grand chancelier Silva Santiago, El Mercurio attaquait la mobilisation étudiante, l'accusant d'être au service des intérêts du communisme. Voici une partie de l'éditorial du 16 août 1967. Nous assistons à une nouvelle initiative audacieuse du communisme autour de la démocratie. Bien que contre nos dénonciations se dresse la réaction violente du communisme qui mène cette opération à grande échelle, la naïveté de certains interprètes officiels du mouvement des universités catholiques qui continuent à être utilisés par des mains étrangères et l'impassibilité des autorités de l'enseignement supérieur et des enseignants, dont la plupart sont silencieux face à l'effondrement, nous poursuivons notre campagne afin de que ne se consomme pas cet assaut contre la clé maîtresse de notre régime constitué. Donc, il ne soutenait pas forcément les autorités, il s'attaquait au réformisme. Il s'avait déjà attaqué au réformisme du gouvernement Frey et avait montré son scepticisme face au Vatican II, le Mercure. C'est en réaction à ces accusations que les étudiants ont décidé de suspendre une immense toile dans la façade de la maison centrale qui disait Chileno, el mercurio miente. Chilien, el mercurio non. On la voit ici dans les diaporamas. La véracité et l'objectif du journal les plus influents du pays ont été mis en cause par les étudiants universitaires. Cette image a été aussi forte qu'encore aujourd'hui, la phrase et l'action font partie de références symboliques et iconographiques utilisées par la mobilisation étudiante universitaire chilienne. Dans les mobilisations de l'année 2011, ils ont fait la même chose, pas seulement à l'université catholique, mais aussi à l'université du Chili, chilien, 44 ans plus tard, el Mercurio, mais encore, je vois pas. Le Mercurio monte toujours. Et après, dans les mobilisations de l'année 2013, la même chose. Et même dans les années, l'année dernière et cette année, au début de l'année, toujours des pancartes qui mettaient en question ce journal qui était toujours très sceptique, très critique face à la mobilisation étudiante.
Les partis conservateurs, qui traditionnellement étaient les soutiens et les représentants des intérêts de l'université catholique dans les domaines politiques, avaient disparu. Les partis nationaux, formés par des anciens militants du Parti conservateur et du Parti libéral aussi disparus, n'étaient pas d'accord avec le réformisme étudiant, mais ils n'étaient pas intéressés non plus à assumer la défense de la direction de l'université catholique. Ainsi donc, les autorités de l'université catholique ne pouvaient plus compter sur les deux soutiens que traditionnellement elle avait eus, les partis conservateurs et l'Église catholique. Le recteur grand chancelier Silva Santiago et le conseil supérieur étaient isolés. Et même s'ils étaient l'autorité universitaire, ils n'avaient pas ni le pouvoir ni la force pour mettre fin au conflit. La preuve, lorsqu'ils ont décidé de contacter les dirigeants de la FEUC pour chercher une solution négociée, les étudiants ont refusé de négocier avec eux et ont ajouté de nouvelles exigences. La révocation du règlement général et la création d'une commission intégrée pour des enseignants et des étudiants pour rédiger un nouveau règlement général. Ces règlements devaient être approuvés par un Sénat universitaire conformé par des enseignants et des étudiants. Les corps enseignants de l'université catholique étaient restés relativement en marge du conflit que posaient les autorités universitaires et la FEUC réformiste. Les positionnements à favor ou contre avaient été des faits individuels ou en représentation d'un secteur très spécifique des enseignants. Cette situation a changé le 16 août, jour où l'Assemblée des enseignants a commencé à fonctionner et à travers laquelle les enseignants ont décidé et exprimé leur position en tant que collectif. Ce 16 août, les enseignants ont décidé que l'Assemblée s'est déclarée neutre, mais prête à jouer un rôle important dans l'évolution et la sortie du conflit. Elle s'est proposée comme un mécanisme pour générer des listes de candidats au poste de prorecteur. Quand les enseignants se sont organisés pour intervenir collectivement dans les conflits, il était certain qu'il y aurait des changements à l'intérieur de l'université catholique. La fin des conflits à l'université catholique de Valparaíso et à l'université technique de l'État avec les changements des autorités universitaires dans les deux universités, d'une part, les dispositions du CELAM à propos du changement nécessaire des universités catholiques, d'autre, et le soutien tacite du gouvernement au positionnement réformiste ne laissaient pas de doute. Les questions pour l'Assemblée étaient de savoir quel changement il y aurait et comment, en tant que collectif, les enseignants pouvaient participer et avoir une influence. Étant donné qu'au sein de l'Assemblée, il n'y avait pas une position unique à propos du conflit, elle ne pouvait pas se positionner autrement que neutre. Une position qui, en fait, légitimait le rôle de facilitatrice dans les conflits qu'elle savait donner. La proposition du corps d'enseignants ont été bien accueillie par la FEU et par les autorités universitaires. Le 20 août, l'Assemblée s'est réunie et par votation, a conformé une liste de 5 enseignants candidats au poste du prorecteur. Ils étaient Fernando Castillo Velasco, professeur de l'école d'architecture, Edgardo Cruz, professeur à la faculté de médecine, Egidio Vigano, recteur de la congrégation salésienne du Chili, Ricardo Jordan, professeur au comité interdisciplinaire du développement urbain IDU, et Thomas Boticki, professeur à l'Institut d'économie. La FEUC, les autorités universitaires et l'Assemblée même, en tant que représentants du corps enseignant,
ont choisi leur candidat favori. Fernando Castillo a obtenu la majorité des votes de l'Assemblée, suivi du maître Egidio Vigano. Les étudiants et les autorités universitaires ont choisi le prêtre Vigano comme leur candidat favori au poste de prorecteur. Cependant, le cardinal Silva était déterminé à suivre les dispositions du comité épiscopal quant au laïcisme du nouveau prorecteur. Pour cette raison, il a convaincu à la FEUC d'accepter la candidature de Castillo. En privilégiant la nomination de Castillo, le cardinal Silva reconnaissait aussi le rôle de modératrice que l'Assemblée s'était donné et que les étudiants et les autorités universitaires avaient accepté. De plus, avec cette décision, la solution du conflit respectait les instructions du séminaire du Ceylan à propos de favoriser la participation des enseignants au gouvernement universitaire. FEUC accepte donc la nomination de Castillo en tant que prorecteur et s'engage à mettre fin immédiate à la grève et au blocage de l'université catholique. En retour, le cardinal Silva s'est engagé à que toutes leurs propositions allaient faire partie de la réforme universitaire que le prorecteur Castillo devait initier. Les jours suivants, le 21 août, date du délai donné par le gouvernement, le cardinal Silva s'est réuni avec les autorités universitaires pour les informer des accords avec la FEUC. Les autorités ont indiqué qu'elles acceptaient en tant que fait accompli ce qui a été convenu avec la FEUC et la nomination de Castillo, mais qu'elles étaient en désaccord avec la méthode utilisée. Pour elles, plus qu'une médiation, il s'agissait d'une soumission aux demandes des étudiants et d'un désaveu de l'autorité universitaire légitime. Finalement, dans la nuit du 21 août, se sont réunis le cardinal Silva, le président de la FEUC Miguel Ángel Solar, le président des centres d'étudiants des différentes écoles de l'université et presque tous les comités permanents de l'épiscopat national. La seule mais significative absence a été celle de l'évêque et recteur grand chancelier de l'Université catholique du Chili, Monseigneur Alfredo Silva Santiago. Le document officiel qui a mis fin à la crise universitaire a été rendu public lors de cette réunion. Dans ce document, en plus de rendre compte du processus de médiation du cardinal Silva devant les recteurs, les conseils supérieurs, la direction de la FEUC et les représentants des enseignants, le professeur Fernando Castillo a été nommé en tant que prorecteur de l'Université catholique et ont été établies les bases du processus de réforme universitaire. Le document précisait les pouvoirs du prorecteur Castillo, dont celui de préparer la réunion et l'installation le 25 novembre d'un Sénat universitaire. Comme convenu, dans le Sénat universitaire, les enseignants auraient une représentation de 75%, les étudiants de 20% et les comités permanents de l'épiscopat de 5%. La responsabilité du prorecteur était aussi précisée. Il devait étudier et proposer une réforme du règlement général de l'université inspirée des conclusions du séminaire CELAM. Il devait diriger et contrôler le fonctionnement de tous les organes de planification physique et académique de l'université. Il devait créer une commission d'étude du règlement qui devait être composée de 4 enseignants et 4 étudiants. Dans les jours suivants, les étudiants ont quitté l'université. Et là, on a une photo des étudiants en train d'ouvrir la porte de la maison centrale. Et les étudiants ont quitté l'université et l'ont remise au nouveau prorecteur. Monseigneur Silva Santiago a démissionné de son poste de recteur grand chancelier et avec lui,
La plupart des membres du Conseil supérieur ont aussi démissionné. Le début du prorectorat de Castillo et la mise en œuvre des accords convenus ont été difficiles. Tous les pouvoirs extraordinaires accordés au prorecteur étaient soumis à l'approbation du recteur grand chancelier démissionnaire, Silva Santiago, qui a bloqué toutes les procédures en refusant de les signer. Il a fallu attendre jusqu'au 7 septembre 1967, date à laquelle le Vatican a nommé Fernando Castillo recteur ad interim. Le 25 novembre, le Sénat universitaire a eu lieu. Formé selon les accords qui ont mis fin au conflit universitaire, le Sénat a élu le nouveau recteur de l'université sur une liste composée par le recteur par intérim Fernando Castillo, le ministre du Travail et de la Sécurité sociale William Thayer et le professeur Ricardo Krebs, doyen de la faculté d'éducation. Castillo Velasco a gagné et le 14 décembre de 1967, le Vatican l'a officiellement nommé recteur de la Pontificale Université catholique du Chili. Le décret de cette nomination a été signé par le cardinal Raúl Silva Enríquez, le nouveau grand chancelier de l'université. Les nouveaux hommes étaient arrivés, il manquait désormais donner naissance à une nouvelle université. Arrivé à ces points, je voudrais partager avec vous quelques conclusions et réflexions finales. Le défi étudiant que la crise a signifié a rendu visible l'isolement dans lequel se trouvaient les autorités universitaires, incapables de trouver un soutien solide à l'intérieur et à l'extérieur de l'université, et a précipité également leur effondrement. La crise dans laquelle se trouvait le gouvernement universitaire n'était pas liée aux aspects moraux ou académiques évoqués par les étudiants réformistes, mais plutôt la situation dans laquelle les autorités avaient mis l'université. Les différents changements et courants de rénovation de toutes sortes qui secouaient la société ne trouvaient pas de réponse ni au Conseil supérieur, ni au rectorat grand chancellerie. Cependant, pour que tel effondrement de l'autorité universitaire se produise, l'intervention d'autres sources d'autorité a été décisive, le cardinal Silva Enríquez et les enseignants. Sans mettre en question l'importance de la mobilisation étudiante, il est essentiel de garder à l'esprit que si la solution à la crise initiée par la prise a inclus les exigences de la FEUC, c'est en raison de la proximité qui existait entre celle-ci et les objectifs de la conférence épiscopale chilienne représentée par le cardinal Silva concernant les universités catholiques. De la même manière, il est important de ne pas perdre de vue que même si la solution à la crise universitaire a recueilli et assumé les demandes d'étudiants réformistes, la manière dont elle a été mise en œuvre a fait du corps enseignant le responsable du processus réformiste. La réforme universitaire de l'université catholique a été possible parce que des personnalités au sein de la communauté universitaire différentes des autorités officielles ont décidé de s'impliquer et de prendre en charge sa mise en œuvre. Avec la mise en œuvre de la réforme universitaire, les étudiants de l'université catholique et en particulier les mouvements étudiants réformistes se sont retrouvés dans une situation nouvelle et contradictoire. En plus de soutenir les processus d'institutionnalisation de la réforme et le rectorat qui les menait, il faisait partie de l'équipe du rectorat. Pardon. Non seulement il n'y avait pas de place ni pour la dynamique ni pour les discours qu'il avait adoptés au cours de la période précédente,
mais sa capacité de critique et son dynamisme dans la lutte pour le pouvoir, qui étaient les deux facteurs qui le définissaient et l'avaient consolidé jusqu'alors, ne trouvaient pas d'espace et de raison d'être à l'université en réforme. En d'autres termes, tandis que l'université s'est réformée, le mouvement étudiant réformiste s'est retrouvé sans travail. La réforme académique, administrative, pédagogique, etc. ne faisait pas partie du champ de manœuvre du mouvement étudiant et même si la direction réformiste était impliquée dans les discussions et les procédures de la réforme, à travers de sa présence dans l'équipe du recteur et de l'action de la FEUC, une fois la participation étudiante obtenue, il a été difficile pour cette direction étudiante réformiste de trouver des objectifs au sein de l'université ou canaliser les mouvements étudiants dans son ensemble. C'est pour ces raisons que désormais, le mouvement cherche ses objectifs et concentre ses actions en dehors de l'université. C'est également pour cette même raison qu'une distanciation progressive a commencé à se produire entre la direction et l'armement, les mouvements étudiants réformistes. Le mouvement gremialiste a su profiter de cette distanciation et division du mouvement réformiste étudiant, puisqu'à partir de 1969, la présidence et la direction de la FEUC est devenue grémialiste. C'est-à-dire que la FEUC est passée d'être un acteur essentiel du réformisme étudiant, je reprends. C'est-à-dire que la FEUC est passée d'être un acteur essentiel du réformisme universitaire à être l'un de ses plus visibles dynamiques et fervents opposants. À partir de 1970, après l'arrivée de Salvador Allende à la présidence du pays, la division à l'intérieur du réformisme universitaire n'a fait que s'approfondir. La coexistence de la démocratie universitaire et les différents types de gauche est devenue impossible. Les différences ne concernaient pas la réforme universitaire en elle-même, mais l'attitude et le rôle que l'université devait avoir devant le gouvernement de l'unité populaire. Alors que pour la démocratie chrétienne, l'université devait faire partie de l'opposition au gouvernement national, pour les gauches, l'université devait accompagner et intégrer les processus de transformation promus par le gouvernement. Cette situation n'a fait que renforcer le positionnement de la FEUC grémialiste. Elle s'opposait non seulement à la réforme universitaire et au rectorat de Castillo, mais aussi au gouvernement d'Allende. De 1970 et jusqu'au 11 septembre de 1973, la FEUC est devenue un des principaux et plus combatifs acteurs de l'opposition au gouvernement de Salvador Allende. À cause de cela, la FEUC et le mouvement gremial sont devenus un des piliers des gouvernements universitaires du vice-amiral Jorge Sued Mage, le recteur militaire délégué imposé par la dictature de Pinochet et qui a dirigé l'Université catholique du Chili entre 1973 et 1985. Merci.